Merci beaucoup de l'invitation, Ariel et Gilles. Donc, je suis ravi donc, effectivement de partager avec vous ce drame, puisqu'on voit que le malade atteint de cancer, il n'a pas de veine, puisque finalement il va thromboser. On avait vu donc encore une fois avec Mathieu et Stéphane que cette gestion du risque vasculaire chez le malade atteint de cancer est finalement quelque chose de bien naturel. Et aujourd'hui, on s'intéresse, on sait que c'est une relation qui était historiquement décrite donc avec Trousseau, mais aujourd'hui on arrive à aller au fond des choses et on arrive à vraiment essayer de décortiquer un peu les raisons de ces bases physiopathogéniques entre l'hypercoagulabilité et la maladie néoplasique. Et c'est particulièrement complexe. Donc retenez au moins que le cancer s'allie au caillot qui lui fait son lit, c'est clair, mais surtout retenez que le malade qui a un cancer eh bien, n'a pas uniquement un compartiment vasculaire qui est orageux, il a également des facteurs de risque clinique. Et regardez, sachez reconnaître ces facteurs de risque clinique. On a parlé du tabac tout à l'heure, on a parlé de l'obésité, et puis on sait que les facteurs de risque cardiovasculaires, artériels, sont également des facteurs de risque pourvoyeurs de thrombose veineuse. Donc, on dit attention, cancer risqué, parce que c'est un malade qui est vulnérable et qui est fragile. Donc, Virchow avait parlé de la triade de malfaiteurs responsables donc, de thrombose veineuse, et on sait que finalement les acteurs de cette triade sont présents chez le malade atteint de cancer, donc c'est naturel. On sait que c'est une relation qui est génétiquement écrite. Vous voyez que les oncogènes sont eux-mêmes reliés eh bien, aux effecteurs de la coagulation, facteurs tissulaires, les activateurs donc, de la réactivité plaquettaire. Donc il n'y a pas, c'est vraiment aujourd'hui un lien qui est naturel. On sait que le facteur tissulaire qui est la gâchette de la coagulation, qui va donc générer cette thrombine incendiaire, eh bien, est lui-même pourvoyeur de la prolifération tumorale. Il facilite la dissémination métastatique. Il contribue à la croissance tumorale. Donc, il y a aujourd'hui une véritable dualité, thrombose, cancer. Et aujourd'hui, je pense que ça, il faut que ça soit présent dans notre optique de praticien. Maintenant, c'est un drame. C'est un drame qui est pluridimensionnel. Il faut que vous regardiez en 3 dimensions. Vous vivez dans la 3e dimension, regardez en 3 dimensions. Quand on évalue le risque thrombotique, eh bien on sait qu'il y a des facteurs qui sont liés au cancer, on sait qu'il y a des facteurs qui sont liés au patient, on sait qu'il y a des facteurs qui sont liés au traitement. On vient d'en parler. Eh bien, aujourd'hui, en fonction du type de cancer, on pourra craindre plus ou moins eh bien, le risque thrombotique veineux. Vous voyez que là, en fonction que ce soit des tumeurs solides, des tumeurs liquides, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde en prend pour son grade. D'autre part, le temps est important. On a parlé de la chimiothérapie parce que ce compartiment vasculaire qui est particulièrement sensible eh bien, sera agressé par la chimiothérapie qui est toxique. Et donc on voit très bien que le risque thrombotique il est surtout présent les 6 premiers mois. 6 premiers mois, chez certains ça peut être un peu plus long, mais en tout cas, sachez que pendant 6 mois, votre malade il est particulièrement à risque. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, on va stratifier ce risque. On l'a dit sur les facteurs liés au patient, au cancer et au traitement, mais également aux facteurs biologiques. Donc tout à l'heure, on avait parlé donc, pour BNP, etc. Mais aujourd'hui, sachez que même dans l'hypercoagulabilité liée au cancer, aujourd'hui, on a des candidats à vous proposer pour aller être un peu les thermomètres du risque vasculaire. Il faut bien sûr les utiliser et en discuter. Alors, quelles sont les recommandations quel est aujourd'hui finalement le code de la route pour la prise en charge de ces malades? En matière de prophylaxie, un malade atteint de cancer qui est hospitalisé, qui va être alité, qui a des raisons d'être hospitalisé, est un malade à haut risque donc de thrombose veineuse, il faut qu'il ait une prophylaxie bien entendu, et ça c'est consensuel. Maintenant, si c'est un malade qui est ambulatoire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'hôpital de jour, mais c'est un malade ambulatoire, il est ambulatoire certes, mais son risque est présent. L'ennemi public numéro 1 qui est la thrombose veineuse, c'est que l'embolie pulmonaire, cette mort silencieuse est présente, et donc il faut bien sûr protéger ces patients. Et donc si le malade est considéré comme étant un risque, eh bien il faut qu'il soit prophylaxé, thromboprophylaxé. Eh bien, il y a un score qui est donc un score pré-chimiothérapie qui est proposé par un Nord-Américain qui s'appelle Corana, qui a le mérite d'exister, qui est simple, mais qui est un peu trop simpliste à mon goût, mais il demande à être, on va dire, il est perfectible. Mais vous voyez qu'il a un cancer et ensuite on a une numération. Et s'il a donc une numération plaquettaire qui est supérieure à 350 gigas, s'il a une hémoglobine inférieure à 10 grammes, ça évoque un peu déjà l'inflammation. S'il a une hyperleucocytose au-delà de 11 000, ben c'est un malade qui a des facteurs de risque qui sont présents, qui témoignent donc d'un risque vasculaire majoré. Et donc vous voyez que le risque de thrombose veineuse dans les 3 mois, il est à 7%. Je vous rappelle que pour la CCP, un risque thrombotique veineux qui est significatif est 5% à 1 an. Donc c'est pas mal. Pour le myélome, vous voyez, en fait, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, on se base déjà sur des critères qui sont des critères de thrombose veineuse clinique, avec des données qui ne sont pas
tellement, on va dire, carcinologique. Mais vous voyez que si donc il y a moins d'un facteur de risque, ben, on prend de l'aspirine pour ne pas avoir mal à la tête, surtout pour le praticien, parce que pour le malade, ça ne sert pas grand-chose pour prévenir la thrombose veineuse. Mais s'il y a des facteurs de risque veineux, à ce moment-là, il faut qu'il ait effectivement une héparine de bas poids moléculaire, donc il faut qu'il ait une prophylaxie antithrombotique. Alors, qu'en est-il de la thrombose, qui est une thrombose donc, avérée? Parce que vous savez que la thrombose veineuse est un marqueur d'évolutivité tumorale et surtout un marqueur de mauvais pronostic avec un risque de mortalité, de morbi-mortalité, donc Stéphane Andiamo, qui est accru. Donc aujourd'hui, on sait que ces malades, il faut les traiter longtemps, pendant au moins 6 mois. Et aujourd'hui, le fer de lance de ce traitement, c'est les héparines de bas poids moléculaire. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, vous voyez que ce soit à la phase aiguë, au traitement donc à plus long terme, donc pendant 6 mois, ou au-delà des 6 mois, si le malade est encore à risque, eh bien, on voit que les héparines de bas poids l'emportent aujourd'hui avec un niveau d'évidence qui est réputé comme étant élevé. En revanche, on sait que ces données sont encore discutées par les méthodologistes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sait que l'héparine de bas poids, c'est ce que j'ai appelé la tactique, c'est-à-dire que en cas de thrombose associée au cancer, le traitement injectable reste la clé, donc on utilise les héparines de bas poids chez ces patients. Toutefois, on se rend compte que ces malades atteints de cancer qui sont traités avec une héparine de bas poids moléculaire à dose entre guillemets efficaces, eh bien, ont un niveau de récidive thrombotique qui est quand même supérieur à 12, 13, 18% en fonction du type de cancer, ce qui est encore aujourd'hui éthiquement difficilement acceptable. Et on se rend compte que ces malades qui thrombosent plus, c'est des malades qui ont surtout un facteur tissulaire qui est particulièrement présent, donc qui crachent pas mal, qui ont une CP qui est élevée, donc inflammatoire, et qui ont parfois également donc, des phénomènes de compression, de stase. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'appréciation du risque thrombotique de récidive doit également accompagner la prise en charge de ces malades. Si on trouve de manière complètement fortuite une thrombose, une embolie pulmonaire, est-ce qu'il faut la traiter de la même manière qu'une thrombose symptomatique? La réponse c'est oui, 3 à 6 mois, et vous voyez que c'est maintenant consensuel. Si vous avez une récidive sous héparine de bas poids moléculaire, est-ce que vous devez changer de traitement, mettre de l'eau bénite, prier pour le malade? Non. Il faut augmenter la dose de 20%. Donc on garde l'héparine de bas poids moléculaire, on augmente de 20%. Parce qu'il y a une hypercoagulabilité qu'on ne peut aujourd'hui espérer maîtriser qu'avec cet outil qui est l'héparine de bas poids moléculaire. Si vous avez une thrombopénie, c'est très simple. La vitesse qu'il ne faut pas dépasser, c'est 50 gigas. Donc en gros, c'est que si le malade il a plus de 50 gigas par litre de plaquettes, on lui donne pleine dose d'héparine de bas poids moléculaire. S'il est entre 50 et 20 gigas, cette fois, on propose de réduire la dose de 50%. Ou alors, s'il a une thrombose qui est une thrombose donc, qui menace le pronostic vital, on peut transfuser le malade de manière à essayer de passer ce cap-là. Et s'il est inférieur à 20 gigas par litre, à ce moment-là, on dit d'arrêter parce qu'il y a une contre-indication à l'utilisation curative des héparines de bas poids moléculaire. On lui met un filtre. Mais est-ce qu'on lui rend service? C'est une autre question. Qu'en est-il des AOD? Pour les intimes, c'est anticoagulant orodirect. Vous savez qu'aujourd'hui, donc finalement, ils sont aussi rapides que l'injectable, avec un pic atteint au bout de 1 à 2 heures, et qui ont une demi-vie qui est sensiblement équivalente à l'injectable, donc environ 10-12 heures. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils font aussi bien dans le contexte de maîtrise du risque thrombotique veineux chez un malade atteint de cancer? En fait, aujourd'hui, il faut rester un peu circonspect, parce que vous voyez que quand on prend les données des études de maladie thrombotique veineuse avec ces AOD, et qu'on prend la proportion de malades atteints de cancer, dit atteints de cancer, parce que c'était très très hétérogène, très peu de patients, 5 à 7%. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est que ces patients, par rapport à la population générale, vous voyez qu'ils sont à plus de risque de récidive thrombotique et à plus de risque de hémorragique. Donc ce sont des malades qui sont effectivement plus vulnérables. Mais on a quand même une tendance à voir que sous AOD, par rapport donc, à l'association héparine de bas poids AVK, par rapport donc, aux AVK, il y a une tendance à faire un peu moins saigner, mais ça reste encore à être démontré. Et en matière d'efficacité antithrombotique, aujourd'hui, on a très peu d'éléments. Bien que les gens se mettent à faire des méta-analyses, c'est qu'aujourd'hui on empile les choses, il y a beaucoup plus de méta-analyses qu'il n'y a d'études pilotes aujourd'hui pour répondre à cette question. Il faut attendre les données qui vont comparer vraiment le gold standard qui est l'héparine de bas poids moléculaire aux AOD. Aujourd'hui, ils y sont tous, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, ils sont tous dans le cancer. On va avoir des données d'ici donc 2 ans, je pense, que ce soit en prophylaxie ou en traitement curatif contre héparine de bas poids moléculaire. Parce que il y a des interférences médicamenteuses qu'il faut craindre, puisque les médicaments qui sont utilisés chez les malades atteints de cancer et donc les voies métaboliques empruntées par les AOD sont similaires, donc on ne connaît pas encore trop ce qui se passe en matière donc, de pharmacodynamique, pharmacocinétique. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de données
pour essayer donc carrément d'autoriser la prescription de ces AOD. Donc aujourd'hui, ne pariez pas sur quelque chose qui n'est pas certain, donc ne jouez pas au hasard avec votre patient, et il faut attendre les données de ces études. L'ESC a dit clairement que quand on a une embolie pulmonaire avec cancer, eh bien, on continue à utiliser ces paramètres de vapeur moléculaire pendant au moins 6 mois. Alors, vous connaissez ce schéma-là, mais ce schéma-là, c'est uniquement pour vous dire que Mary Poppins avait un mot magique. Eh bien, aujourd'hui, on sait que le risque variant, il faut que vous ayez un autre mot magique, c'est le stratifique chronothromboprophylaxie. Et ça, vous le faites dans le cadre d'une RCP, c'est très important. Vous incluez l'hémato, parce que c'est sympathique, les hématologues sont toujours intéressants et surtout utiles. Et puis surtout, il faut bien sûr intégrer un cardiologue, parce qu'on parle du cœur, des affaires de cœur, et que les cardiologues en parlent le mieux. Donc, en conclusion, c'est que l'union fait la force. Il faut avoir une vision qui soit une vision avec un champ perceptionnel beaucoup plus large et pas uniquement s'intéresser à des marqueurs ou à un profil clinique, mais il faut être un véritable profiler qui va intégrer finalement 4 dimensions et pas 3 dimensions, à savoir des facteurs qui sont inhérents au cancer, des facteurs inhérents au traitement, parce que ça peut varier. On a vu que les thérapies ciblées n'étaient pas si ciblées que ça. Des facteurs qui étaient inhérents aux patients. Et puis bien sûr, eh bien, un infiniment petit qui rapporte finalement parfois de grands bénéfices. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Ismaël. Alors des questions certainement sur cette question cruciale. Oui, Richard, pardon. Je sors un petit peu de la thrombose veineuse, mais je voudrais savoir quelles recommandations tu fais chez les patients porteurs de prothèses mécaniques et qui ont un cancer actif, éventuellement sous chimiothérapie. Oui, eh ben, c'est une super question. Ben, moi, ce que je recommande, c'est que effectivement, ces malades-là, c'est de les mettre à l'héparine de bas poids moléculaire à dose efficace, et généralement donc un schéma plutôt à 2 fois par jour et pas 1 fois par jour, et puis de vérifier l'activité anti-ça chez eux, parce que souvent ils ont des conditions, encore une fois, donc, qui peuvent permettre, ils ont des activités un peu surprenantes, parce que les héparanases qui sont libérées par les tumeurs, certaines tumeurs peuvent venir grignoter l'héparine, et on voit donc sur l'unictémère une disparition de l'activité anti-chez ces patients, et donc auquel cas il faudrait peut-être réajuster les choses. Et l'inconvénient de ces cas, c'est que ça va être C'est très... chimiothérapies qui vont déstabiliser. Absolument, absolument. Donc c'est que pendant la durée de la chimio. En général, bien sûr, parce qu'encore une fois, donc les AVK, donc on sait très bien que ça passe par les cytochromes, et donc c'est une voie métabolique qui est l'autoroute pour la plupart des chimiothérapies, donc on craint qu'il y ait effectivement des fluctuations importantes. Et comme la fenêtre thérapeutique des AVK elle est très étroite, eh bien ça va être le yo-yo en permanence et on ne leur rend pas service. Ismaël, en attendant la question suivante qui va pas manquer d'arriver, donc recommandation de la CCP, il y a une prise de position quand même chez les patients avec cancer pour... AOD ? Oui, pour les Non, mais justement, je pense qu'il faut avoir une vision critique. Hein. Il faut avoir une vision critique. Aujourd'hui, j'ai vu que tu l'avais... J'ai zappé. Oui, tu as zappé. Oui, non, je suis là que vous parlez de choses sensées. Le connaissant bien, j'ai compris. Je ne peux vous parler que de choses sensées et de choses raisonnables. Donc là, à Bergame, en avril, il y a un congrès cancer et thrombose et c'est une thématique dont on va parler. J'organise une table ronde exprès pour ça. Donc en gros, c'est qu'aujourd'hui, ils ont les méthodologistes qui relisent les données de la CCP ont mis des grades 2C partout, alors que finalement, au contraire, on a une autre étude qui s'appelle l'étude Catch, qui a renforcé donc, les données de l'étude CLOT, au moins celle-là qui était finalement celle qui était la plus marquante pour essayer de distinguer l'efficacité des héparines de Boppa par rapport aux AVK. Et donc on comprend mal pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce de déclassement, mais eux ils déclassent maintenant beaucoup. Ils ont déclassé il y a 2 ans, ils déclassent maintenant, donc bon. Mais aujourd'hui, je peux te dire que la plupart des experts ne suivent pas la recommandation de la CCP. L'ISTH a des recommandations, grade 1A. Les 2015 British Journal of Hematology, donc les Anglais, bon, on sait qu'ils roulent à gauche, mais ils n'ont pas déclassé les héparines de Boppa pour autant. Ok, une question, pardon. Oui, Gabriel. En fait, c'est bien de fréquenter les cardiologues, comme tu as vu. Oui, en fait, tu as compris maintenant, hein ouais. Pour nous, c'est toujours, on a la chance à la pitié pendant notre CP d'avoir déjà, bon, la spédologie, on a quelqu'un qui s'occupe en fait de tout ce qui est thrombose et cancer, on a une FCP dédiée à la pitié pour tout ce qui est thrombose et cancer, et c'est toujours un grand sujet de débat. C'est un grand sujet de débat parce que est-ce que ça vaut le coup d'anticoaguler quelqu'un avec un risque qui passe de 5% à 7%? On a des patients parfois qui sont des patients fatigués, des patients qui mènent un combat qui est hyper dur parfois,
Ils viennent déjà à l'hôpital de jour, parfois toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour avoir le traitement. Et en plus, il faut se faire piquer tous les jours par quelqu'un qui vient pour réduire un risque de 7% à 5%. Alors que c'est des patients hyper bien suivis, ils sont examinés quasiment toutes les semaines. Ils ont des scanners tous les 2 mois ou tous les 3 mois, et à titre personnel, je suis dans le service, j'ai pas vu beaucoup de patients décédés comme ça d'embolie pulmonaire. Bien sûr, souvent on est appelé régulièrement pour l'embolie pulmonaire de découverte fortuite, il arrive que des patients et des embolies pulmonaires, et toujours le débat, on a toujours en fait dans la FCP, toujours le cardiologue, toujours la personne qui souffre de la thrombose, on a aussi des stomatos. Si vous prenez tous les spécialistes, chacun vous dit, bah moi, j'aimerais bien que le patient a la thrombose, le stomato dit, mais examen dentaire systématique. Le pneumo, mais pourquoi pas des OFR pour un cancer du poumon. On se retrouve, nous, on a 1 heure de consultation, et puis finalement, il faut tout faire, il faut stratifier. On ne peut pas, envoyer le patient un peu partout. Donc je comprends parce que ça vous intéresse, mais... Non, moi ça m'intéresse pas. Non, Moi, non, en fait, on voit les recommandations, on discute avec eux, on voit qu'ils sont toujours en grade 2, en grade 3 en termes de prophylaxie, et on a, pour le JCO ou pour d'autres sociétés savantes, c'est quand même pas des recommandations de niveau A. D'accord. Ok. Ok. Le parachute, bon, c'est l'exemple classique, d'accord. Et c'est quel niveau de grade de recommandation le parachute et l'accident d'avion? Combien de grades? On va demander aux méthodologies de la CCP. Z. ZE. D'accord. Walou. Rien. T'as pas d'études. Donc aujourd'hui, il faut rester quand même scientifique. Si on déclare que le malade qui a une thrombose est un malade qui, en fait, la thrombose, c'est pas elle qui va le tuer, c'est son cancer qui va le tuer. On dit que la mortalité liée à la thrombose, elle n'est que la deuxième chez le malade atteint de cancer. La première, c'est son cancer. Ok? Donc je comprends. Donc quand vous dites il va passer de 7 à 5%, en fait non, il va passer de 7 à 3,5%, c'est 50%. En général, toutes les études montrent qu'on réduit de 50% le risque de thrombose par rapport à l'AVK, qui déjà a réduit quelque chose. Donc on prenait HVPM versus AVK, l'HVPM réduit de 50% la résidus thrombotique par rapport à l'AVK. Donc l'AVK, je suis d'accord, l'AVK a vécu, c'est de la merde, donc on compare par rapport à KK. Donc, mais aujourd'hui, on voudrait faire mieux que l'HVPM, donc on propose des AOD. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir, est-ce que les AOD vont frapper plus fort et être un peu moins hémorragipare? Parce que bien sûr, le malade atteint de cancer, eh bien, il n'a pas uniquement un risque thrombotique, il a un risque hémorragique, il a mal ailleurs, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit d'accepter éthiquement qu'un patient meure d'embolie pulmonaire? Effectivement, parce que, attends, c'est quoi ton espérance de vie? C'est 1 mois, 3 mois, 1 an. Alors, si c'est 1 mois, bon, c'est pas grave, je ne vais pas te traiter. Mais quand vous demandez au gars qui a fait une embolie pulmonaire s'il veut mourir d'une embolie pulmonaire dans 1 mois, mais posez la question à vos patients, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. D'accord? Ces patients, eux, ils acceptent de se piquer pendant 2 ans, 3 ans. Simon Noble, qui est un gars qui travaille dans les soins palliatifs, il a publié des papiers sur justement la qualité de vie apportée par les épargnes de bas moléculaires chez des malades qui sont atteints de cancer et qui sont en fin de vie. Ben, je peux vous dire que c'est très surprenant. Donc, il ne faut pas être dans les chiffres absolus, il faut être dans la qualité de vie du patient. Et aujourd'hui, si on explique aux patients que, effectivement, l'épargne de bas moléculaire, c'est celle qui va lui apporter le plus, disons, d'optimum thérapeutique, mais aujourd'hui, j'espère que demain on fera mieux, mais aujourd'hui, il peut l'accepter même pour longtemps, et même si c'est pour 6 mois de durée de vie. Mais je ne crois pas que, je veux dire, c'est pour faire plaisir à l'hémato, on va picouser les malades.